Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une web radio des 6e6 médias du Collège Lacine. Nous sommes actuellement à la médiathèque de Vence. Dans cette première émission, nous allons parler de chant, de sport, de culture et de sciences. Je suis donc accompagnée de Loris et Noël qui vont vous parler de l'UNSS. À vous la parole. Bonjour à tous, nous allons vous présenter une rubrique sur l'UNSS. Savez-vous ce que c'est l'UNSS ? L'UNSS est l'association sportive d'un collège ou d'un lycée. Tout d'abord un peu d'histoire. L'UNSS ne s'est pas toujours appelée comme cela. Elle s'appelait l'OSSU, l'Office du sport scolaire et universitaire. Lors de sa création, le 23 juin 1938, elle est née d'une volonté politique. C'est Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation, et Léo Lagrange, qui était sous-secrétaire d'État au sport, qui ont souhaité que les enfants fassent plus de sport dans les établissements scolaires. À partir de 1950, tous les professeurs de PS doivent consacrer 3 heures de leur emploi du temps à l'association sportive de leur établissement. En 1962, suite aux mauvais résultats de la France aux Jeux Olympiques de Rome, l'État veut renforcer le sport scolaire. L'OSSU devient alors l'ASSU, l'Association du sport scolaire universitaire. En 1975, l'État crée 2 associations sportives différentes. L'UNSS, Union nationale du sport scolaire, pour les collèges et lycées, et la FNSU, Fédération nationale du sport universitaire, pour les universités. De nos jours, plus de 22% des collégiens sont licenciés à l'UNSS, soit plus de 730 000 collégiens. Dans notre collège, vous pouvez adhérer à l'UNSS pour 35 € et ainsi pratiquer de nombreux sports comme le rugby, le handball, le volley, la danse et bien d'autres encore. Ces activités sont proposées sur le temps de la pause du midi principalement. Merci beaucoup de nous avoir donné autant d'informations sur l'UNSS et son histoire. Continuons à parler de sport avec Olivia et Maë. Bonjour, je m'appelle Maë, je suis accompagnée d'Olivia. Bonjour Maë. Lors de nos cours de natation au début d'année, nous avons passé le test du savoir nager. Nous allons donc vous le présenter. Pour commencer, pourquoi faisons-nous passer le test du savoir nager ? Nous faisons passer le test du savoir nager pour diminuer le nombre de noyades chaque année. Maë, peux-tu expliquer en quoi consiste le test ? Le test est composé de 8 épreuves. La première épreuve consiste à faire une chute arrière. La deuxième, à faire une nage ventrale, la brasse. Puis la troisième, à passer 2 fois sous des tapis placés à la surface de l'eau. Et la quatrième épreuve est de faire une nage ventrale, crawl ou brasse, puis changement de ligne. Ensuite, la 5e épreuve est de rester sur place pendant 15 secondes. Puis la 6e, à faire une nage dorsale, le crawl. L'avant-dernière, donc la 7e épreuve, est de faire l'étoile sur le dos à la surface de l'eau pendant 15 secondes. Pour finir, en nage dorsale, dans ce cas-ci le crawl, jusqu'à l'arrivée. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on espère que grâce à vos conseils, le nombre de noyades va diminuer. Alors, continuons avec Diego et Esteban qui vont complètement changer de sujet et vont nous parler de sciences et plus exactement des risques majeurs, notamment des inondations de notre région. Bonjour, je suis Diego et avec Esteban, nous allons vous parler des risques majeurs que nous avons étudiés en SVT. Un risque majeur est une menace sur l'homme, sur son environnement direct et sur ses installations. La gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre, si l'on reprend la définition d'Haroun Tazieff, le célèbre volcanologue. Dans les Alpes-Maritimes, nous sommes soumis à de nombreux risques dans les inondations. Une inondation est une submersion par l'eau d'une zone normalement émergée, c'est-à-dire une zone hors de l'eau. Les prévisions données par les météorologues permettant d'avertir les autorités sur la cartographie des territoires pour prévoir les crues. Le 30 septembre 2020, Météo France attribue le nom d'Alex à la dépression atlantique.
qui se dirige alors vers la Bretagne Sud. Il s'agit d'une tempête à caractère explosif, c'est-à-dire une bombe météorologique associée à un courant jet d'occlusion, soit zone réduite de vent très fort et turbulent près de la surface. En octobre, la tempête Alex s'est déplacée et a frappé les Alpes-Maritimes et plus particulièrement la vallée de la Vésubie, la Royale, le Latinet, mais également de l'Estéron. Les pluies diluviennes cumulent jusqu'à 500 mm et les crues brutales ont provoqué un très lourd bilan humain et matériel. Des communes ont été totalement sinistrées avec des infrastructures, routes, ponts, équipements, etc. Et des maisons détruites ou emportées. Au total, 70 communes ont été classées en zone catastrophe naturelle dans les Alpes-Maritimes. Catastrophe naturelle impressionnante, proche d'un cataclysme. La tempête Alex a tout ruiné sur son passage. Elle a fait 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés, 1 milliard d'euros de dégâts environ. Merci de nous avoir écoutés. Merci Diogo et Esteban de nous avoir rappelé les risques majeurs que l'on peut observer dans notre région. Maintenant, voici Shana et Lali qui, eux, vont vous parler du chant et notamment comment fonctionne le chant. Donc, Bonjour, je m'appelle Shana. Avec ma camarade Lali, nous allons vous expliquer comment le chant fonctionne. Je vais d'abord commencer par expliquer comment fonctionne la voix. L'air contenu dans les poumons est chassé jusqu'au larynx sous la pression du diaphragme. Le son est alors projeté par la bouche. Les résonateurs vont servir à amplifier la voix. Et la langue permet d'articuler. Les cordes vocales sont des muscles indispensables pour le chant. Elles sont situées dans le larynx. Chez les hommes, les cordes vocales mesurent entre 7 et 25 mm. Chez les femmes, elles mesurent entre 12,5 et 17,5 mm. Ces deux petits muscles recouverts d'une muqueuse très souple, elles sont en fait des plis musculaires, vibrent et se décollent au passage de l'air. Elles effectuent ainsi, telles les deux hanches du haut au bois, un travail de battement. Maintenant, je vais vous laisser avec ma camarade Lali. Merci Shana. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les bonnes et les mauvaises postures pour chanter. La meilleure posture pour chanter est d'être debout, mais si vous êtes assis, il faut se tenir correctement. La mauvaise posture sur une chaise est celle-ci. Se tenir droit sur une chaise, pas trop se coller au dossier. Attention, il ne faut pas être attaché sur une chaise et se tenir bien droit. Il est important de dégager son sternum. Il faut toujours bien faire attention à la position de son dos. Le dos et la colonne vertébrale, ils agissent sur tous les paramètres de la voix, notamment sur le diaphragme et la colonne d'air. Les pieds doivent être bien écartés, légèrement écartés. Les genoux sont déverrouillés pour ne pas bloquer le bassin. Il faut imaginer un fil qui nous relie au plafond afin de trouver une verticalité. Le sternum est ainsi afin de laisser la colonne d'air libre. On ne laisse pas le sternum s'effacer. La nuque est alors droite, posée sur la colonne et les épaules peuvent s'ouvrir. La mâchoire peut se relâcher uniquement si la position du dos est correcte. Merci de nous avoir écoutés. oh, c'était génial. Merci pour tous ces conseils. Sur le chant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voici Osra qui, elle, va nous présenter la critique littéraire sur le roman Jefferson. À toi la parole. Merci Rithèse. Jefferson est un roman policier de l'auteur Jean-Claude Mourleva. C'est l'histoire d'un hérisson qui se promenait tranquillement jusqu'à ce qu'il passe devant le salon de coiffure d'un vieil ami du nom de Edgar. Et par la fenêtre, il voit le cadavre de Monsieur Edgar qui était allongé par terre avec des ciseaux plantés dans le torse. Il entra alors
par cette fenêtre et il essaya de retirer les ciseaux, pleins de sang. Sauf qu'une chèvre était en train de faire ses bigoudis et elle vit Jefferson avec les mains pleines de sang. Alors, elle crut que c'était lui qui avait assassiné M. Edgar. Jefferson va essayer d'expliquer à la chèvre qu'il n'y était pour rien. Commence alors une aventure pleine de rebondissements avec Jefferson et son meilleur ami Gilbert le cochon. Je vous conseille ce livre que j'ai bien aimé car il est plein de rebondissements et d'aventures. Gilbert et Jefferson sont des animaux qui vont mener leur enquête dans le monde des humains. Si vous aimez le suspense, n'hésitez pas à le lire. Mais l'aventure n'est pas terminée. Le tome 2 va bientôt sortir. Bien. Merci Osra pour cette merveilleuse critique littéraire qui nous donne envie de découvrir cette histoire. Nous accueillons maintenant Tom Vaillant qui va être interviewé par Margot, Ambre, Emma et Mathéo. Bonjour Monsieur Vaillant. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes à Vence en ce moment? Alors, bonjour, je m'appelle Tom Vaillant, je suis illustrateur et du coup je fais une résidence d'artiste à Vence du 11 septembre au 10 novembre. Le principe d'une résidence d'artiste, c'est qu'on est accueilli par une structure. Il se trouve qu'ici c'est une médiathèque, ça peut être tout autre type de structure. Et on passe notre temps entre deux moments particuliers. Un premier temps où en fait on travaille sur un projet de création, donc moi il se trouve que c'est un livre jeunesse. Et en second temps, où on fait de la médiation, donc il se trouve que là j'ai rencontré des lycéens il y a 2 semaines, la semaine prochaine des collégiens, je fais des ateliers de dessin, aujourd'hui une web radio, donc voilà, c'est tout un temps qu'on appelle de la médiation. Pouvez-vous nous dire comment faire pour être sélectionné en résidence artiste? Alors, pour faire une résidence d'artiste, c'est très simple, il suffit de remplir un dossier qu'on envoie du coup ensuite à la structure. Alors le dossier comporte un CV, donc pour raconter le parcours scolaire et professionnel, forcément le projet de création dont je vous parlais, donc un résumé, des images. J'avais aussi envoyé tout mon storyboard, enfin, en tout cas celui que j'étais en train de faire. Et aussi d'autres images de mes précédents livres, de différentes illustrations. Enfin bon, globalement, j'avais présenté mon univers graphique à Claire, qui du coup est la responsable de la bibliothèque, c'est elle qui a décidé de m'accueillir dans la structure. Merci Claire. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier d'illustrateur? Alors du coup, ça fait 4 ans que j'ai publié mon premier livre, mais je suis vraiment illustrateur à plein temps depuis 2 ans, parce que j'ai terminé l'école il y a 2 ans. Et donc le métier d'illustrateur, en tout cas, il y a autant de manières de faire de l'illustration que d'illustrateurs et d'illustratrices, mais pour ma part, je travaille principalement sur des commandes d'édition jeunesse. Donc là, j'ai publié en 2019 un premier livre qui s'appelle Eau de Volcan, qui est un album documentaire réalisé avec l'autrice Fleur d'Auger, donc qui a réalisé toute la partie texte, et Bernard Duzy, qui est ingénieur papier, qui lui a conçu les volumes en papier. Donc ça c'est du coup voilà, plutôt le projet de commande d'édition jeunesse. Je réalise aussi, alors là ça fait pas très longtemps, mais de la presse un petit peu. Donc j'ai fait des illustrations pour un magazine qui s'appelle Le Particulier. Sinon j'ai fait des affiches dessinées pour des salons du livre. Voilà, et puis quand je ne travaille pas sur ces différents projets de commande, moi dessine un peu dans mon coin, j'écris mes propres histoires que ensuite je présente à des maisons d'édition qui acceptent avec joie de publier mes livres. Et donc en fait mon temps est réparti entre tous ces moments de création, de temps de dessin, de recherche, d'écriture, etc. De temps aussi où je postule à des résidences ou à des appels d'offres, etc. Donc ça prend du temps. Et puis une partie moins joyeuse mais bien réelle qui est toute la partie administrative, puisque, alors je vais pas vous faire un cours d'administratif ce matin, mais juste je suis illustrateur indépendant, enfin je travaille à mon compte, donc il y a toute une partie d'administratif qui prend quand même pas mal de temps. Mais en gros voilà, et puis une journée, il n'y a pas de journée classique.
Il se trouve que là, demain, je pars pour 3 jours sur un salon du livre jeunesse où je vais faire des ateliers de dessin, des dédicaces. Voilà, ce matin, je fais une web radio avec vous. Hier, hier j'étais au week-end, mais la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé sur mon projet de livre. J'ai passé la semaine à écrire quasiment. Donc voilà, ça a varié pas mal. Pouvez-vous nous expliquer la chaîne du livre? Alors, la chaîne du livre. Alors, j'ai bien révisé ma leçon avant de venir. Donc, la chaîne du livre commence par un auteur ou une autrice qui très rapidement propose un projet de livre à une maison d'édition qui comporte donc un éditeur ou une éditrice. Dans mon cas, moi, je travaille avec des éditrices pour l'instant, puisque le milieu d'édition est très féminin. Et ensuite, alors le projet, donc on dessine, il y a beaucoup d'échanges, d'allers-retours, de corrections sur à la fois le texte, les images, des discussions sur le choix du papier, le choix des encres s'il y a ce choix-là, les techniques, etc. Enfin, bon, bref, on conçoit un objet ensemble, et ensuite cet objet va être imprimé. Donc là, il y a toute une partie de la... Bon, ça prend en compte la photogravure, c'est-à-dire le scan des dessins et la préparation du fichier pour l'impression, pour que le livre soit bien imprimé, avec les bonnes couleurs, etc. Donc là, il y a l'éditeur. Ensuite, une fois que le livre est fabriqué, on va y avoir le diffuseur, qui est en fait, alors si j'ai bien retenu, c'est quelqu'un qui travaille au sein de la maison d'édition et qui va en fait aller prospecter dans les librairies, dans les FNAC, dans Amazon, pour veiller à ce que le livre soit bien diffusé et bien présent, voilà, pour que les gens puissent l'acheter. Et une fois que ce deal-là, entre guillemets, est réalisé, il y a toute la partie distribution. Donc là, c'est vraiment des camions de livres qui arrivent dans tel ou tel endroit. Donc voilà, avec plein de livres qui arrivent en librairie d'un coup, plein de livres très différents. Et puis ensuite, après la distribution, il doit y avoir... j'imagine le commerçant, enfin le libraire, voilà, la grande structure culturelle qui vend ses bouquins. Et la fin du maillon, c'est forcément le public qui va accéder à l'œuvre et la découvrir. Et puis il y a une dernière chaîne auquel on ne pense pas souvent quand on parle de la chaîne du livre, mais en fait c'est les bibliothèques et médiathèques qui, elles, ne vendent pas, mais juste permettent à un public de découvrir l'œuvre sans forcément devoir aller l'acheter, qui vont faire du prêt, qui vont faire du coup des médiations, donc comme ici où je dois présenter mon travail, etc. Donc, voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, on refait un autre livre et puis la chaîne recommence. Quel est pour vous le meilleur livre que vous avez illustré? Alors comme je vous disais avant, en off, le meilleur livre que j'ai illustré, c'est celui qui va être publié dans 5-6 ans, puisque j'ai déjà commencé à travailler dessus il y a 3 ans, et bon, je fais un peu un pas de côté quoi, à ma réponse, mais en fait le meilleur livre qu'on a illustré, c'est toujours celui qui est en train de se faire, en fait, parce qu'il y a toujours 1000 étapes de processus de création. On est toujours dans la recherche, donc forcément dès que l'objet est fini, il y a un peu de la magie qui se perd, puisque moi j'ai fait mon travail entre guillemets, puis après c'est le public qui s'empare de l'œuvre ou non. Mais pour répondre vraiment à votre question, le meilleur livre que j'ai illustré pour l'instant, c'est vraiment celui que je suis en train de faire en résidence. Donc qui n'est toujours pas imprimé, mais en fait le fait de travailler dans une résidence, donc d'avoir à la fois une rémunération mais aussi un cadre de travail où je peux me consacrer uniquement à ce projet-là sans devoir accepter d'autres projets de commande ou juste être focus là-dessus, loin de chez moi et loin de toute distraction, c'est très agréable. Avec quel auteur avez-vous préféré travailler? Maigre expérience m'amène à dire Bernard Duzy, puisque c'est vraiment celui avec qui je travaille pour les livres en pop-up. Alors Bernard n'est pas auteur, mais bon, il est ingénieur papier. Du
coup, pour ces livres-là, c'est vrai que les textes sont très importants. On reçoit une dizaine de textes au départ. Il y en a 5 qui vont être mis en volume et 5 qui vont rester en papier, en version plate. Mais oui, il y a vraiment tout un travail de collaboration avec Bernard qui lui fabrique des maquettes qui sont uniquement en blanc et moi juste avec du papier vierge. Et moi qui vais devenir poser mes illustrations et on réfléchit vraiment au passage entre la partie en volume et la partie plate pour qu'elle soit la plus fluide possible et qu'elle ne se remarque pas trop. Et lui, il a vraiment une connaissance du milieu du livre de manière globale et comment on rythme un livre en pop-up. Donc comme ces 2 projets qui m'ont pris beaucoup de temps pour l'instant, il a su m'aider et me guider pour mes premiers livres pour faire sortir de mes dessins quelque chose qui corresponde vraiment à l'identité du projet, enfin le rapport avec les plans. Voilà, que tout ça fasse un livre à la fois très éparse, très différent d'une double page à l'autre et en même temps très cohérent d'un livre à l'autre. D'où provient votre inspiration? Alors mon inspiration c'est vaste. Forcément je suis inspiré par plein de choses. J'ai lu beaucoup de livres, que ce soit des romans, des bandes dessinées, des mangas. Mon inspiration est assez grande. J'écoute beaucoup de musique aussi quand j'écris ou quand je dessine. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué au début, mais en fait au fur et à mesure des années, ça m'arrive de me plonger dans certains albums juste pour que j'écoute un peu en boucle pour certains projets. Sinon, je m'inspire aussi un peu, malgré moi, de mes rencontres et de mon vécu. Mais ça remonte à la surface de manière un peu... je m'inspire d'énormément de choses, en fait, surtout de discussions que j'ai avec d'autres dessinateurs qui, avec d'autres points de vue, etc. Et ça permet vraiment de faire évoluer son dessin, sa pratique, et ça, c'est hyper riche. Quelle émotion voulez-vous faire ressentir derrière vos illustrations? Alors, j'ai pas de but particulier quand je dessine une image, dans la mesure où je prends plaisir à savoir que les gens s'approprient mon travail comme ils le souhaitent. Soit ils sont réceptifs à mes histoires, mes dessins, ma manière de dessiner ou pas. Après, moi, j'ai forcément des émotions quand je dessine des trucs, mais c'est tellement intime. C'est pas que je veux pas le dire, mais juste je saurais pas expliquer. C'est des choses qui sont dans mon cerveau et je trouve pour certains projets, j'ai des images en tête dès le départ et je construis mes livres autour de presque. Je sais que là, le livre que je suis en train de faire avance. Si je devais retenir qu'une image de ce livre, je sais très bien laquelle c'est. Et en fait, tout le livre s'articule autour de cette image-là, donc j'ai très hâte de la dessiner. Et en même temps, j'ai un peu peur parce qu'il y a de la magie qui va partir. Mais du coup, non, j'ai pas d'émotion. Puis surtout que les livres, autant avec le cinéma, on peut, je sais pas, un peu diriger l'émotion avec de la musique, des cadrages particuliers, etc. Avec les livres, il y a un temps donné avec le cinéma, le film commence et le film débute, et le film se termine en 1h30, 2 heures. Autant avec les livres, on ne sait pas trop combien de temps les gens vont passer devant les images. Ça peut être 5 secondes comme 10 minutes, quoi. Donc, je sais pas. Et je suis bien content de ne pas savoir quelle image est transmise avec... quelle émotion est transmise au lecteur avec mes images, peut-être. Merci à vous, mais aussi à tous ceux qui nous ont expliqué leur sujet. J'espère que notre public aura appris de nouvelles informations. C'est la fin de notre toute première web radio en tant que 6e média. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle émission passionnante.